la part de l'expressionnisme abstrait qui s'appelle le color field, et qui dit bien son nom d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un champ, c'est un champ de couleurs, c'est un champ de couleurs. Alors, Barnett, naturellement, on peut, comme toujours le monochrome, moi j'ai des amis qui touchent d'ailleurs de près, qui enseignent de près à l'histoire de l'art, mais dans d'autres périodes, qui un jour, avec moi devant un monochrome, m'ont demandé, mais est-ce qu'on peut m'expliquer quel sens une peinture pareille peut avoir? Comme quoi, c'est pas parce qu'on est historien d'art qu'on n'a pas des préjugés. Il y a des contemporanéistes qui n'ont pas de préjugés, bien entendu, et forcément. Voilà le vir heroicus sublimis. Alors, comment se présente cette toile? D'abord, elles ont des dimensions extrêmement grandes. Et elles suivent d'ailleurs le précepte de Gauguin, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous voulez du rouge, si vous voulez du rouge, il faut le mettre en quantité. Et elles appliquent absolument le principe des contrastes de quantité. Le contraste, d'ailleurs, il n'y a pas que le contraste, on pourrait aussi aborder le problème de la rupture des continuités, articulation, et plus ou moins sémiologique, le rapport qu'entretiennent cette barre avec celle-ci. Ces barres qu'on appelle des zips, les initiés appellent des zips. Quand on parle de la peinture de Newman, ces barres que vous voyez étroites, qui viennent rayer la peinture, ça s'appelle des zips. Pour moi, il va sans dire qu'une des premières choses que j'y vois, c'est une espèce de spectre à raies dans lequel il y aurait des raies de couleurs qui seraient isolées. Et je veux dire, c'est pas du tout que ça reproduise un spectre à raies, mais l'idée du spectre à raies, elle n'est pas étrangère, bien entendu, à cette toile, avec tout ce qu'on peut raconter d'autre après. Mais pour moi, cette vérité, elle est profonde. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une période qui est une période scientifisante, et que les peintres de cette époque ne peuvent pas ignorer cette réalité qui était, bien entendu, pas à l'ordre du jour chez Chevreul et encore moins chez Newton. Alors, ces tableaux, vous savez, j'ai mis les dimensions, c'est là où il y a le N en trop. Vous verrez, à côté, il y a la dimension du tableau. 5,41 m, ça fait un beau tableau, n'est-ce pas? C'est comme les noces de Cana de Véronèse. On doit faire 7 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Bon, enfin, et c'est, je dirais, quasiment un monochrome, sauf, naturellement, ces cibles qui viennent établir une sorte de tension à l'intérieur du tableau. D'ailleurs, Newman s'explique sur la valeur de ces zips, mais je ne sais pas, ça ne me paraît guère éclairant ni convaincant ceux qui l'ont dit. Je ne l'ai même pas, vous voyez, j'aurais pu le rapporter ici. Je ne l'ai pas fait. Oui, parce que je ne peux pas tout faire, parce que c'est assez long, ça a l'air de rien, mais préparer déjà matériellement ce genre même matériellement, intellectuellement, je ne dis pas, mais matériellement, c'est très très long à préparer ce genre de conférence. Et il faut savoir aussi comment articuler les choses, ça c'est clair. Donc vous voyez le même ici, mais ce sont des tableaux justement, à la limite, on ne peut plus les montrer comme on montre le tableau habituellement. Ça n'a plus grand sens. Quand vous montrez un tableau encore de Poussin, disons un Poussin, notre Poussin. Évidemment, ce qui est important, très important, on ne peut pas cracher sur l'iconographie, évidemment, c'est important. Donc ça se voit de face et on est devant une autre configuration du tableau, une autre stratégie du tableau. Mais avec Barnett Newman, représenter le tableau là, comme ça, de face, qu'est-ce que vous voulez y voir? Il y a circulé, il n'y a rien à voir.
En revanche, je vous l'ai montré sous cet aspect-là, parce que là, il est dans son environ, et on voit bien ce que ça donne, un tableau comme ça, qui n'a pas de cadre, c'est le contraire de Seurat. Il n'y a aucune espèce de transition qui est organisée autour de tableau. Ce tableau-là, il vient faire une éruption totale, forte, dans ce milieu muséal, et la place du spectateur ne saurait être ignorée. Parce que le tableau suivant, qui s'appelle « Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu », le jaune, vous l'avez à droite, hein, pour ceux qui chercheraient. Qui a peur du rouge, du bleu? Oui, qui a peur. D'ailleurs, il s'appelle Qui a peur, 4. Pourquoi? Parce que Newman, à partir de ce moment-là, s'est engagé dans la sérialité. C'est-à-dire que des tableaux qui ont le même titre et la même stratégie, il y en a plusieurs. Hein. Et voilà, ça c'est le 4e que je vous montre, celui qui s'appelle 4 et qui date de 69-70. Ce qui est important, si vous voulez, c'est le fait que le spectateur, c'est pour ça, encore une fois, que je vous le montre comme ça, le spectateur, il a une place par rapport au tableau, comme il avait une place dans un tableau renaissant, c'est-à-dire que son statut de spectateur lui était octroyé et imposé par ce qu'on appelait le point de vue du tableau, qui était le point qui était organisateur de la perspective. Là, le spectateur, il est fondamental forcément, mais il est dans la couleur, il est immergé complètement dans la couleur. C'est-à-dire qu'il ne distingue pas véritablement les détails, il est dans un univers de couleurs. Et donc, que le tableau ait cette dimension, pour qu'il y ait cette immersion, c'est pas simplement le fait comme Gauguin que plus il y a de rouge, plus c'est rouge, c'est qu'en même temps, plus le rouge est grand et étendu, et plus on a pénétré, et où on se pénètre, on est pénétré, on a pénétré, et on est pénétré par la couleur, bien entendu. Alors, voilà Barnett Newman devant le tableau précédent, et vous voyez le rapport d'échelle que peut avoir un personnage, n'est-ce pas, avec le tableau. C'est-à-dire que, évidemment, s'il se met à 3 km, il verra un petit tableau, et s'il se met à la distance où l'on voit habituellement le tableau, eh bien, il est complètement hors de sa possibilité qu'il puisse voir le tableau dans son intégralité. Bien mieux, je crois que là encore, ça n'a pas été dit, et je crois qu'il faut dire que la vision centrale de l'œil et la vision périphérique de l'œil n'est pas la même, puisqu'on a des bâtonnets dans la périphérie plus abondants que l'on a des cônes dans la région centrale. On ne perçoit pas les différentes zones de ce rouge quand on est suffisamment près du tableau de la même façon. Donc il y a des phénomènes, si vous voulez, de mouvance, en quelque sorte, de cette matière rouge dans laquelle, encore une fois, on est littéralement immergé. Voilà. Alors, nous passons à un autre peintre qui est proche de Newman et qui est Mark Rothko, n'est-ce pas, qui est mort en 70. Qu'est-ce que je raconte? Il est mort avant 70. Bon, peu importe. Enfin, peu importe. Rothko, évidemment. Mais il n'a pas pu mourir en 70, vu qu'en 63, il était déjà mort, étant donné que Barnett Newman lui a construit un monument devant sa chapelle, on peut dire, funéraire, hein, et qui s'appelle l'obélisque brisé. Et cet obélisque brisé, donc là, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Qu'est-ce que vous y avez écrit sur votre feuille? Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, j'écris une chose et puis je fais imprimer une autre et réciproquement. Donc, il est mort dans les années 50. Il est mort très jeune. Il s'est suicidé, d'où le terme d'obélisque brisé que le monument que Newman. Alors, oui, j'en profite pour vous dire
que d'une certaine manière, la peinture de Newman, est-ce que c'est de la peinture au sens conventionnel du terme, c'est-à-dire une surface couverte de couleurs en un certain ordre assemblé, encore qu'il y ait plus grand ordre là-dedans. Non, c'est quelque chose. Si j'avais pu vous parler davantage de Mondrian, je vous aurais dit que pour moi, Mondrian, comme d'autres d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est un peintre, oui, mais qui va à la limite spatiale de la peinture, de la spatialité de la peinture. Et je dirais que Newman, il va aussi à la limite de la spatialité de la peinture, et c'est pas étonnant si finalement, à un moment donné, il passe dans la sculpture. Et il y a une espèce de... Il n'y a pas de solution de continuité, là il y a une espèce, au contraire, d'articulation entre la peinture de Newman et la sculpture de Newman. Bon, là encore, ça devrait être beaucoup plus argumenté que ça, mais encore une fois, il y a des objets, hein. Je veux dire, les objets, les réalités sont têtus. Alors ce tableau-là s'appelle 852 de Newman, de Rothko, et il a été peint en 1952, comme son nom l'indique, parce que, évidemment, là encore, Barnett Newman, pour des raisons, je dirais, philosophiques, n'est-ce pas, il donnait des noms à ces tableaux. Philosophique ou pas, qui a peur du rouge, du bleu, du jaune, c'est un petit peu autre chose, mais vir eructus sublimis, excusez-moi, ça en remet une couche hein, du côté de l'idéologie. Bon, mais Rothko, si vous voulez, il avait cette habitude qu'ont eu d'autres peintres avant lui et surtout après lui, c'est-à-dire de ne plus mettre de titre dans son tableau. Mais en même temps, les tableaux sans titre, quelquefois on les appelle sans titre. Alors pour éviter qu'on les appelle sans titre, ils mettaient un titre qui était simplement une nomenclature. Donc c'est le 8e tableau. D'ailleurs, Klee, pour y revenir, puisque je ne vous parlerai pas de Klee, ça va en étonner plus d'un, mais c'est comme ça. Klee, lui aussi, non seulement il mettait un titre à ses tableaux ô combien important, ô combien fondamental, mais il ajoutait à ce titre, il ajoutait un numéro qui était une nomenclature. Par exemple, 1909-12, c'était le 12e tableau, en gros, et qu'il avait fait en 1912, c'est-à-dire il y a un siècle aujourd'hui, bien sûr. Alors, voilà. Alors, la différence, bien entendu, c'est que les plages de la peinture de Rothko, comme vous voyez, à cause des jus de peinture. Rothko, c'est le digne successeur de Léonard de Vinci. Hein. Il pratique une espèce de sfumato en envahissant complètement le tableau avec sa couleur. Et donc, il y a cet effet, si vous voulez, d'incertitude, de vibration, comme on dit, très forte de la couleur, plus forte d'ailleurs que ne l'avait imaginé sans doute Robert Delaunay. Et les tableaux de Rothko sont des tableaux qui souvent d'ailleurs n'ont pas très bien vieilli à cause de la qualité sans doute des pigments. Moi j'en ai vu à Beaubourg qui étaient montrés, qui étaient dans des conditions absolument abominables avec les toiles qui faisaient des godets. Il y a de quoi pleurer quelquefois quand vous voyez des tableaux comme ça. Mais bref, vous voyez cet effet, si vous voulez, de flottement, en quelque sorte, et de vibration, qu'ont les plages de couleurs lorsqu'elles sont juxtaposées les unes avec les autres, et que la ligne disparaît. Il y a bien une espèce de vague forme, je veux dire, mais il n'y a pas de contour. Il n'y a pas de contour. Les contours sont bouffés par la couleur, et à partir de ce moment où les contours sont mangés par la couleur, pour distinguer les formes, vous êtes plongé dans une espèce d'hébétude comme ça, enfin, peut-être exagéré, mais enfin, disons, d'interrogation devant le tableau qui se met à bouger, à vibrer, etc. C'est un tableau de vibration, c'est un tableau vibratoire. Je vous conseille de prendre le premier avion et d'aller à Washington, D.C. Pour regarder une salle qui a été donc aménagée avec 4 tableaux de Rothko. Qu'a donc acheté le collectionneur Phillips et qui donc sont dans cette collection du musée de Washington. C'est cette room, si vous voulez, cette chambre, cette pièce,
il y a 4 tableaux comme ça. Et l'effet, enfin je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, l'effet il est absolument prodigieux. C'est-à-dire que vous entrez là-dedans, vous ressortez, vous êtes comme ça, noyé dans une couleur qui vous a envahi, qui persiste et qui a fait sur votre, je dirais pas votre imaginaire sans doute, mais sur votre système sensoriel, si vous voulez, qui a fait une impression au sens de l'imprimerie, n'est-ce pas, si forte, si vous voulez, que vous sortez comme dans une espèce de nuage qui est... Voilà. Alors donc, c'est un effet de la peinture, c'est pas un effet simpliste, c'est pas parce que ça raconte pas pour la N plus unième fois la traversée du Nil, enfin de la mer Rouge, que c'est moins intéressant. C'est au contraire le suc de la couleur. C'est ce qu'avait annoncé justement Malevich avec son blanc sur blanc. À partir du moment où vous avez de blanc sur blanc, vous pouvez décliner ça dans toutes les couleurs et vous rassasiez de couleurs. Et la preuve, c'est James Turrell. Alors James Turrell, c'est quelqu'un qui est jeune encore, qui est né en 1943, donc, et qui produit alors des installations. C'est un installateur, hein, on peut bien dire les choses comme ça, mais il ne met pas des bouts de ferraille les uns avec les autres, sur les autres, comme ça, un petit bonheur la chance, ou des tas de pierres, etc. Mais il organise des environnements colorés. Il organise ça avec des lumières monochromatiques, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez dans une installation de Turrell, vous avez un cheminement qui vous prépare à entrer dans cette installation, et ce cheminement il est dans le noir, de manière à ce que les yeux, d'abord que vous perdiez complètement le sens où vous vous dirigez. Souvent d'ailleurs il y a quelqu'un qui de temps en temps vous prend par la main parce que comme les murs sont noirs aussi, donc c'est vraiment le carré noir sur fond noir, hein. Vous rentrez dans les murs, donc, et vous arrivez dans un espace qui fait rupture avec ce cheminement. Vos yeux sont dans cet état, on se croirait presque à Éleusis et dans ses mystères, n'est-ce pas? Et vous arrivez dans un espace comme ça qui est complètement envahi par une lumière et dans le fond, comme il n'y a plus aucune espèce de référence spatiale parce que tout est nimbé dans la lumière, le corps, il ne sait plus véritablement où il est. Donc, si vous voulez, Rothko à côté de ça, c'est, si j'ose dire, un petit effet gentillet. Là, c'est véritablement terrible. C'est-à-dire que quand vous arrivez à vous empépétrer de ces installations, vous êtes pendant un certain temps, mais écoutez, c'est véritablement extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu des œuvres de Turrell, je vous conseille fortement d'aller, bien entendu, les voir. Hein. Alors là, c'est une série qui s'appelle The Tattoo, qui date de 2010. Je vous ai pris... j'ai beaucoup parlé de peinture historique. Je me suis dit, je vais donner un petit coup d'éclairage, c'est le cas de dire, récent. C'est 2010 et ça a été à Londres. C'est une espèce de performance en même temps, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que c'est fait pour une galerie à un moment donné. Bon, éventuellement, ça peut peut-être se refaire, bien entendu, parce qu'il y a l'éclairage, on le connaît, mais c'est véritablement une installation. Vous voyez comment la photographie elle-même ne peut pas rendre compte de cela. Alors, je vais vous montrer, puisque c'est une installation, et c'est une installation qui est variable. Et c'est une véritable chambre expérimentale de la couleur, puisque vous avez ça, et puis ça peut changer comme ça. Vous voyez que c'est la même installation, hein. Puis ça peut changer comme ça, et puis ça peut changer comme ça, etc., etc. Puis voilà, je vous ai montré ça pour vous montrer comment c'est fait, parce que c'est ce que vous vous demandiez. Donc vous avez l'espace. Alors il est tout blanc, donc on ne voit pas que c'est tridimensionnel. Et au fond de cet espace,
vous avez le collaborateur de Thorel qui est en train d'installer, de finir, de fignoler cette espèce d'écran qui n'est pas un écran. C'est comme si c'était au contraire l'écran qui faisait la projection. Enfin, c'est assez marrant cette histoire-là. Et vous voyez en quoi ça consiste, cette installation. Et puis, vous voyez une autre installation de Thorel, toujours au cours de la même performance, si j'ose dire, c'est pas la même, hein. Celle-ci s'appelle Bindu-Shah, qui était toujours en 2010 dans la même galerie Gagosian, voilà, et qui est une boule dans laquelle, vous voyez, il y a une ouverture là. Alors, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Alors voilà, c'est installé comme ça. Alors les gens montent, n'est-ce pas, ont accès à cette boule par ce plan incliné, et puis alors ils s'allongent comme si ils allaient avoir un IRM. J'imagine que ça doit être un peu leur impression. Donc qui a peur de James Thorel, c'est plus du blanc, du rouge, du bleu, du jaune. Donc ils s'installent sur cette affaire-là, et puis grâce à ces charmantes hôtesses, dont une est en train de manœuvrer l'ordinateur, bien entendu, puisque l'ordinateur est devenu un élément essentiel de la création contemporaine, eh bien, vous voyez, on les enfourne dans cette sphère, et là, on les soumet à, non pas un scanner ou quoi que ce soit, on leur envoie des lumières. On leur envoie des lumières. Vous imaginez que si déjà, dans l'installation précédente, les gens ressortaient dans un état un peu second, là, ils sont véritablement dans la 4e dimension, parce que je ne sais pas si vous distinguez ici, il y a des écouteurs, et en plus, il y a de la musique, aurait dit Francis Blanche. Donc, c'est-à-dire que non seulement on leur envoie des sensations colorées sur un rythme très soutenu, et avec des formes qui sont perçues de manière particulière, c'est pas simplement cet environnement, mais de temps en temps, il voit des formes apparaître, d'ailleurs peut-être le croit-il, et en même temps, il y a des sons, il y a de la musique. Donc les sons et les couleurs tournent dans cette sphère, et naturellement, il y a l'air d'une boule pour laver le linge. Alors voilà ce qu'on dit Thorel, enfin bon, je suppose que vous avez compris la chose, c'est-à-dire qu'en effet, la couleur-lumière devient la matière, et la matière unique. On est arrivé dans mon exposé, si vous voulez, dans cette série de 3, on est arrivé véritablement, je dirais, au point le plus achevé de ce rapport et de cette histoire de la couleur, de la lumière, etc., de la peinture. Évidemment, on n'est plus exactement dans la peinture. J'avais dit que je parlerais essentiellement de peinture. Bon, est-ce qu'on n'est plus dans la peinture? Je me demande, si vous voulez. Hein. C'est affaire de terminologie. Bon, on va appeler ça une installation pour faire de peine à personne. Moi, je persiste à dire que c'est quand même via la peinture qu'on est arrivé à ça, dans ce rapport. La peinture, pas la peinturlure, hein, l'histoire de la peinture depuis Lascaux et même avant, jusque, bien entendu, jusqu'à Thorel. Et puis, jusqu'à Pierre Soulages, après tout. Parce que Pierre Soulages, il fallait bien que je finisse sur une note nationale, n'est-ce pas? Sinon, on m'aurait reproché. Comme on me reproche d'ailleurs que de parler des peintres français quand je parle de la peinture des années 1890, du cubisme, etc. Là, donc, ça peut être pareil. Enfin, Pierre Soulages. Pierre Soulages est quelqu'un qui est cher à nos cœurs pour des tas de raisons, parce que c'est lui, hein, et que il est né en 19, Soulages, donc il a 93 ans, et il se prépare l'année prochaine à inaugurer le grand musée Soulages à Rodez, qui est sa ville natale. Donc, on fera, si vous voulez bien, un pèlerinage à Rodez pour accompagner Soulages.
Voilà un tableau qui s'appelle le Politique C. C'est un tableau, alors ce sont des tableaux de grande dimension, pas si grandes que les tableaux de Newman, mais quand même, hein, ça fait quand même dans les 3-4 mètres, ces tableaux, c'est quand même remarquable, considérable. Si vous voulez, bien entendu, vous pouvez aller là où quand même il a fait une installation fixe et intéressante de ces tableaux, c'est-à-dire au musée Fabre de Montpellier. Hein, il a fait une donation. Et on voit bien, d'ailleurs peut-être que j'ai une image justement de cela, je vais vous montrer. Alors ce sont des polyptyques, c'est-à-dire que ce sont des assemblages de tableaux, mais ce ne sont pas des polyptyques mouvants. Hein. Les tableaux sont bien entendu associés les uns avec les autres, mais ils sont peints dans une espèce de continuité. Alors, il travaille naturellement la matière, si vous voulez, c'est une espèce d'huile. Alors, je ne vais pas commencer à vous parler de soulage, on a parlé, j'ai conversé avec lui sur la consistance. On peut parler de tout avec lui, ses origines rhodésiennes ont fait que c'est un homme qui est resté complètement pris, si vous voulez, par le côté artisanal des choses. Il en joue un petit peu, hein, c'est quand même, il peut se le donner, enfin, c'est un personnage, c'est Soulages, quoi, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, mais enfin c'est un homme passionnant, parce qu'il sait tout, surtout, qui concerne la peinture, véritablement, hein, c'est un savant. Et donc, il joue sur la viscosité, si vous voulez, de ces matières, si vous voulez, qu'il étale avec des outils d'ailleurs fort variés. Vous voyez encore un polyptyque qui est plus récent, celui-là, je sais, il est à Beaubourg, celui-là, vous pourrez le voir, il date de 85, enfin récent. À l'échelle de Soulages, c'est relativement récent. Et voici, voilà, je vous ai annoncé les outils de Pierre Soulages. Voilà les outils, ceux-là, ils viennent de son atelier de Sète, sans oublier le salon, hein, parce que le soulagisme, si j'ose dire, c'est un métier extrêmement salissant, le noir, qui s'habille d'ailleurs toujours tout en noir, hein, pour être au diapason de sa peinture. Et voilà, il se sert, alors c'est drôle, de tout un tas, il se sert de brosses, bien entendu, mais j'ai mis l'accent là sur les brosses à vaisselle, sur les instruments qu'il a dû piquer à Colette Soulages pour qu'elle se coiffe, etc. Et il fait naturellement de toutes ces choses-là. Voilà Pierre Soulages qui est en train d'installer en 2009, parce qu'en 2009, pour son 90e anniversaire, Beaubourg lui a rendu un hommage et lui a donc consacré une exposition. Cette exposition, si vous voulez, pour laquelle, encore une fois, c'est un homme qui s'occupe de tout, de A jusqu'à Z, n'est-ce pas? Et il a le plus grand soin de l'accrochage de ces tableaux, comme tous les peintres d'ailleurs. Mais lui, il les dispose dans l'espace, ce qui est autre chose. C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle où il y a des Soulages, on a une installation en même temps. Vous voyez ? C'est-à-dire que déjà, la peinture, elle s'échappe de sa bidimensionnalité, non seulement parce qu'elle est rugueuse, parce qu'elle est, comme vous l'avez vu dans le tableau précédent, non pas celui-là non plus, mais celui-là, vous voyez que donc, avec sans doute les truelles et autres instruments dont il se sert, il creuse dans une pâte extrêmement épaisse, et vous avez la lumière qui fait le reste. C'est-à-dire que dans le fond, lui, il prépare le travail de la lumière. C'est-à-dire, Soulages n'est pas un peintre du noir, bien entendu. D'ailleurs, quand vous voyez un tableau de Soulages, c'est comme mon ami qui voyait dans ses gravures en noir et blanc, qui voyait de la couleur. Avec les tableaux de Soulages, vous voyez de la couleur partout. Parce que la lumière incidente, elle est complètement, je dirais, diffusée
dans tous les effets, si vous voulez, qu'on pouvait prévoir justement quant à la manière dont les surfaces reflètent ou réémettent plus exactement la lumière, fait que vous avez un tableau qui est un tableau de lumière. Et le paradoxe, bon, c'est trivial de dire ça, mais encore faut-il le dire, le paradoxe, c'est qu'on fait de la lumière avec du noir, contrairement à ce que, évidemment, l'idée convenue. Donc, voilà, donc, Soulages qui montre bien qu'il est un peintre de lumière. Et vous voyez d'ailleurs que les diverses surfaces, les diverses séquences de son polyptyque sont bien faites pour montrer que tantôt la lumière est réémise d'une manière, tantôt on va vers la matité, tantôt on va vers quelque chose qui relève de plus du reflet. D'ailleurs, vous voyez que la lumière, la photographie, elle est incapable de faire du noir avec ça. La photographie, elle fait de la couleur, bien entendu. Et celle-là n'est pas mauvaise en plus. Alors, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que quand Pierre Soulages travaille, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille, dans le fond, au second degré. C'est-à-dire que ce qu'il travaille, c'est, dans le fond, je dirais, mais je ne sais pas si je le lui dirais, parce qu'il a quelquefois l'esprit de contradiction, je dirais qu'il est, bon, enfin, c'est pas très malin de dire ça, c'est un sculpteur de lumière. C'est-à-dire que grâce à la surface qu'il prépare, il produit une lumière qui est décidée à l'avance. Donc il y a une évolution dans l'œuvre de Soulages, depuis l'époque où il faisait des brous de noix, et puis où il faisait des espèces de signes comme ça, un petit peu orientaux, et puis il est passé, donc il a arrêté de faire des signes, des pseudo-signes, si vous voulez, dans ses tableaux, et comme il le dit, il s'élançait pour chasser le signe, parce que le signe revient toujours au galop, comme on sait, ou sur un pas de danse, dans c'est Tchaïkovski, et il prenait la brosse contre lui, enduite de matière colorée, hein, colorée si vous voulez, puisque c'était du noir, et il sautait devant le tableau avec ses grands corps, comme ça, et ouf, le tableau, c'était la trace qui était laissée sur le tableau par ce jump, n'est-ce pas, de Soulages. Et puis, là encore, là c'est encore autre chose, puisque dans le fond, il est sorti du tableau. Et donc il sautait dedans, même encore, il était dans le tableau, véritablement. Mais là, encore une fois, ce qui joue dans cette affaire-là, c'est la lumière diffusée par le tableau et qui est encore une fois prévue, organisée par l'expérience pragmatique de Soulages sur les pigments, sur les enduits, sur les outils, etc. Alors, pour terminer, évidemment, on va faire un pèlerinage, comme je vous ai parlé de pèlerinage. Cette fois-ci, on le fera à Conques. Soulages, donc, entre 87 et 94. Je dois vous dire qu'à titre personnel, j'apprécie moyennement les vitraux qui ont été réalisés par la peinture contemporaine. Je vais peut-être me faire incendier par certains d'entre vous, mais je ne suis pas véritablement convaincu. Je dois dire d'ailleurs qu'il y a des gens avec qui j'en ai parlé qui ne sont pas convaincus non plus par ce qu'a fait Soulages à Conques. Mais ce qu'a fait Soulages à Conques, là encore, c'est une grande invention. Moi, je lui en ai parlé au moment, donc c'était avant 87, c'est-à-dire avant que ça ne rentre dans la phase. Oui, c'était en 87, c'était au début de ses recherches, quand ça rentrait dans sa phase presque de réalisation. C'est-à-dire qu'il avait essayé toutes sortes de verres, et il n'y a aucun verre qui lui convenait. Donc il a essayé en France, il a demandé à Saint-Gobain, et comme d'habitude, si le ministre du redressement productif m'entend, il va m'incendier, donc il n'a pas acheté français.
parce qu'il n'a pas trouvé à Saint-Gaudens un ingénieur qui soit capable de lui fabriquer la matière qui lui convenait, le verre qui lui convenait. Alors il est allé en Allemagne, et chez Siemens, on lui a fabriqué une espèce de verre qui est un agglomérat de microbilles de verre. Et la lumière, en traversant cet agglomérat de ces plaques, il fait faire des plaques, n'est-ce pas, en traversant ces plaques, la lumière, elle va se diffracter dans tous les azimuts, en quelque sorte, et ça va donner, dans la matière même, un effet, je veux dire, qui n'imite pas du tout, ni de près ni de loin, les vitraux du Moyen-Âge, qui sont absolument inimitables, évidemment, hein, même si ce n'est pas tout à fait vrai qu'on n'arrive pas à reproduire le bleu de Chartres, ça c'est une belle légende, mais tant mieux, laissons-la vivre, les légendes sont faites pour ça. Mais enfin, le bleu de Chartres, c'est le bleu de Chartres, hein, même si par des moyens chimiques, peut-être, on arrive à retrouver ce genre de truc, difficilement peut-être, mais là, ça n'a rien à voir. C'est un effet physique, purement physique et spécifique. C'est-à-dire que personne n'a jamais fait ça, ce sont les vitraux de Soulages, un point, c'est tout. Et donc c'est un équivalent, et en même temps, il a réfléchi à ce que peu de peintres sans doute ont fait, qui ont fait des vitraux. Il a réfléchi intensément à qu'est-ce que c'est que la nature d'un édifice roman. La nature d'un édifice roman, c'est pas que la lumière pénètre à flot, coloré, etc. Au contraire, un édifice roman, c'est un édifice qui est très économe du point de vue de la lumière. Alors, peut-être, bien sûr, à cause des conditions architectoniques de ce que c'est qu'un édifice roman, qui ne permet pas, tout au moins pendant longtemps, des ouvertures suffisamment grandes, mais aussi pour des raisons, parce que les raisons, si vous voulez, architectoniques sont des raisons, les raisons du symbole et de qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de la lumière, les clercs qui ont pensé l'architecture romane, c'est encore une autre raison, et la conjugaison des deux raisons donne évidemment ce qu'on appelle l'architecture romane et son éclairage, n'est-ce pas? Donc ce qu'il fallait, c'est penser tout ça, méditer là-dessus, et trouver un équivalent plastique, en quelque sorte, qui était capable à la fois de ne pas faire de pastiche des vitraux du Moyen-Âge, et en même temps de recréer quelque chose qui est censé, hein, parce que c'est toujours une fiction, qu'on essaye de se remettre dans l'esprit des cathédrales du Moyen-Âge ou des petites basiliques romanes. Tout ça, c'est du fantasme, tout ça est passé. Alors on en a quelques idées, on essaye de s'en approcher, on essaye d'en donner un écho. Mais cet écho, pour nous, c'est toujours un écho du XXIe siècle. Moi qui en parle au XXIe siècle, Soulages qui l'a fait au XXe. Quoi qu'il en soit, de cette, comment dirais-je, de cette synthèse entre ces différentes choses, de la pensée médiévale, de la pensée de Soulages, des contraintes techniques de la technologie moderne, de la pensée moderne, de l'art, de la couleur, en passant par Chevreul, par Newton et par tout le monde, eh bien Soulages, on est arrivé à fabriquer ces choses. Alors, quand on vous a approché alors, évidemment, il y a une chose qu'il a retrouvée en tout cas, c'est qu'il est tout à fait certain que lorsque vous pénétrez dans une église gothique, et davantage encore dans une église romane, selon l'heure du jour à laquelle vous pénétrez, évidemment, la lumière, elle est complètement différente. La lumière, c'est la lumière divine. On en a parlé, j'en ai parlé à propos de Fra Angelico. La lumière, selon, encore une fois, la doctrine thomiste, les écrits de saint Thomas d'Aquin sur la lumière, là, c'est pas la lumière de Newton, c'est pas la lumière de Chevreul, c'est un don de Dieu, c'est une émanation de Dieu. Donc évidemment, la lumière qui bouge comme ça, qui change et qui vient pénétrer les cathédrales, les églises romanes, etc., c'est évidemment la lumière divine.
Et évidemment, cette pensée, elle n'est plus exactement la pensée que Soulages a mis à l'œuvre. Alors, en tout cas, ce qu'il a mis à l'œuvre, c'est qu'au cours de la journée, ça change, et que la lumière, elle est différente, et que ces vitraux, ils vont être colorés différemment. Il faudrait une image animée ici pour rendre quoi que ce soit là. C'est-à-dire que là, c'est à l'intérieur, bien entendu, et vous voyez qu'on a l'impression sur la photographie, qui est assez trompeuse, qu'on a des plaques de gypse. Mais dans les églises, notamment paléo-chrétiennes, il n'y avait pas de vitraux. Il y avait des plaques translucides de marbre et de gypse. Et les plaques de gypse reproduisaient ce genre d'effet irisé que l'on voit ici dans les vitraux de Soulages, produite justement par la décomposition prismatique, c'est la lumière prismatique, n'est-ce pas, de la décomposition de la lumière blanche par les billes, les micro-billes des vitraux de Soulages. Eh bien, écoutez, c'est sur ces vitraux que je vous dis bonsoir et faites de jolis rêves en couleur, comme si vous étiez dans la boule de Turenne.